Bonjour à tous. Donc nous voici en ligne avec donc Marie-Christine qui est donc la suppléante de l'adjointe de l'association. Je suis Aziza Bouabdallah, je suis la fondatrice d'Educasia et la directrice de l'association Dignité de femmes et d'enfants. Alors on vient de... Oui, exactement. Voilà, je te laisse un petit peu prendre la parole, Marie-Christine, notamment par rapport au statut de l'association. Alors, donc, les statuts de l'association ont été déposés, ça y est, on a fait pas mal de choses sur la chaîne Educasia concernant tout ce qui est mise en situation, des exemples de comportements violents. On a parlé de diverses formes de violence, tout ce qui est conjugal et intrafamilial. On a aussi parlé, donc sans rentrer dans les détails, de notre vie privée, parce que c'est vrai qu'on est toutes des victimes aussi, malheureusement ou heureusement, parce que ça nous a aussi fait travailler, c'est dans son stage de vie. Mais c'est sûr que c'est des moments qui sont difficiles pour tous et pour toutes. Voilà, donc après, donc moi, je sais pas, je vais peut-être aussi un petit peu te laisser la parole pour que tu puisses évoquer donc ce pourquoi on était là, mais donc l'association se met petit à petit en route et on est justement là pour donner des coups de main à tous ceux et toutes celles qui sont victimes de violences, quelles qu'elles soient. Parce que donc en fait c'est vrai que la violence, qu'elle soit physique, psychique, sous toutes ses formes, elle n'a pas lieu d'être, parce que c'est vraiment une forme de victimisation qui est très difficile à s'en sortir après. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, on a décidé de s'orienter plutôt en tant que groupe de parole et de soutien aux victimes. Donc, on n'a pas tout à fait la même approche que d'autres associations qui sont essentiellement, par exemple, en contact avec les forces de l'ordre, par exemple, directement sur le terrain, qui s'occupent du réhébergement en hébergement d'urgence, etc. Nous, on a décidé d'être un groupe de parole et de soutien. Il n'en reste pas moins que on sera tout à fait amené, s'il le faut, si nécessaire, à être en contact avec les forces de l'ordre également, avec les préfectures, avec les ministères, avec les tribunaux, entre autres. Il y a énormément d'acteurs en fonction de chacune des situations. Et on va rentrer en détail dans ce podcast plus tard dans le déroulé des questions et des réponses. Voilà, donc on a décidé de parler un peu du point écoute famille et du point administratif. Marie-Christine, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Donc, le point écoute famille, en fait, il consiste déjà à écouter toute personne qui se sent dans une situation, on va dire, une situation qui est difficile à gérer au quotidien, que ce soit par des menaces, que ce soit sur le lieu de travail, dans la vie courante. Quand je dis dans la vie courante, en fait, ça peut être toute forme d'agression, de toute façon, puisqu'on parle vraiment de violence à proprement dit. Ça peut être aussi des enfants qui en sont victimes. Donc, en fait, de pouvoir créer un point d'écoute, en fait, où les personnes qui souffrent de ce genre de situation puissent se confier en toute liberté, sans jugement, sans parti pris. Nous, on est là pour vraiment aider à amener, disons, les personnes qui sont dans cette situation à se confier pour aussi commencer quelque part un début de guérison, parce que c'est vrai que ces violences-là, elles sont sournoises et sinueuses, parce que quand on les garde pour soi, petit à petit, on n'arrive plus. À un moment donné, il y a un engrenage qui fait qu'on n'arrive pas à avancer comme on devrait, on se sent pas bien, et c'est vrai que, voilà, je veux dire, après, elle peut prendre multiples façades, si le terme est approprié, enfin, ça peut prendre, multiples visages, et c'est vrai que je pense que, voilà, il n'y a pas de petite ou de grande situation dans ces cas-là. Il y a la situation où on a décidé à un moment donné qu'on ne voulait plus subir tout ce qui se passe à l'extérieur et qu'on voulait commencer à prendre notre propre vie en main. Donc ça, c'est très important, parce que justement, on est là pour écouter sans juger, en donnant un point de vue le plus optimiste et des conseils si c'est possible, si la personne se sent prête à écouter. Mais voilà, avant tout, qu'elle se sente soutenue.
c'est aussi le but de cette association. Donc c'est le fait de se soutenir les uns, les autres, les unes, les autres. Et après, côté administratif, en fait, on peut aussi rediriger les personnes qui ont besoin de conseils, voilà, dans une situation, de ne pas savoir si c'est par rapport à un problème sur le lieu de travail. En fait, il y a des associations qui s'occupent donc après d'intervenir sur le lieu de travail. Si c'est au niveau de l'école, il y a aussi les services sociaux qui sont là. Mais après, disons que c'est en général, c'est adaptable à toute personne qui arrive avec les problèmes dont elle a besoin de nous parler. Oui. Je pense que j'ai à peu près résumé ce dont on avait parlé. Je te laisse peut-être voir aussi, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, alors on a créé l'adresse email dignitywomenandchildren@gmail.com. Donc c'est là où on peut effectivement poster, même en anonyme, une demande de soutien, une demande de support. Voilà, donc ça, je pense que tu dois déjà en recevoir et commencer à... Même si au préalable, on a aussi créé un groupe WhatsApp Dignité de femmes et d'enfants. Donc alternativement, on peut nous contacter soit sur WhatsApp, soit sur cet email pour les prises de contact. Et on a déjà commencé à prendre en charge certaines victimes dans des cas bien particuliers. Mais cela dit, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut d'abord prendre en charge votre situation, les amis. Vraiment, prenez tout d'abord en charge votre situation, parce que si vous n'êtes pas à l'abri, si vous n'êtes pas sorti d'affaires, comme on dit, c'est très très compliqué de prendre en charge les autres. Même si c'est très inspirant pour nous d'être dans cette structure, dans ce groupe de parole, de soutien de femmes et de mamans, il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord vous mettre à l'abri, vous et vos enfants. Absolument. Absolument. Et c'est vrai que le point écoute famille est là aussi dans un premier temps pour amener du soutien moral. Aussi, je veux dire, ça peut-être pas forcément bien exprimé tout à l'heure, mais le soutien moral aux personnes qui se sentent vraiment démunies à un moment donné dans leur vie, qui ont besoin de refaire surface. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi ce qui nous a fait réfléchir, qu'on n'était pas juste là pour soi, qu'on était là pour s'entraider les uns les autres et les unes les autres. Donc ça, c'est important. Oui. Alors, on a décidé aussi d'aider aussi les victimes dans le cadre de leur démarche administrative. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire les choses à leur place, bien loin de là, parce que ça, je pense que ça désempuissance une personne au possible. Mais on va les aider, on va les aiguiller, on va les rerouter aussi, comme tu le disais si bien, par moments vers d'autres antennes, qui sont peut-être plus spécifiques et plus appropriées. Voilà, est-ce que tu souhaites partager aussi par rapport à ce point-là, Marie-Christine ? C'est vrai que le fait de pouvoir en fait avoir des bonnes adresses pour pouvoir faire des démarches en fait à la suite des différents problèmes rencontrés, le fait que la personne disons qui a besoin de conseils les fasse elle-même, ça va aussi lui redonner confiance, ça va la galvaniser, ça va lui permettre de se dire c'est vrai que j'étais dans une situation qui était compliquée, qui était difficile, j'ai touché le fond, mais maintenant on me donne des clés, je vais m'en servir pour pouvoir avancer, pour pouvoir rebondir, et une situation qui amène une autre situation va aussi les aider justement je veux dire, après une première démarche, ça amène souvent à une deuxième démarche et voilà, donc le phénomène continuant, ça permet justement après de petit à petit se mettre sur le chemin, sur le bon chemin, sur un chemin où les victimes, si on peut parler de victimes, parce que je pense qu'on a tous été à un moment donné ou un autre, mais donc les personnes qui ont besoin d'un conseil, elles vont pouvoir rebondir, elles vont pouvoir se reprendre leur vie en main. Avec ces différentes clés, et puis c'est vrai qu'après on reste à l'écoute, et puis je pense qu'on a des bons contacts pour les personnes qui ont besoin de faire des démarches administratives, et après aussi donc ce point d'écoute en fait qui est essentiel pour pouvoir aider aussi les personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont des problèmes, pour pouvoir leur dire non, vous n'êtes pas tout seul, on est aussi passé par là, on a chacun notre vie, nos problèmes, mais on est là pour vous aider parce qu'on sait que d'être seul dans des moments comme ça, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué, tout à fait. Effectivement, et puis on voulait aussi distribuer des thérapies brèves. Donc en tant que... Tu peux nous en parler un petit peu plus. En tant que thérapeute
coach et mentor, j'ai trouvé, par mon expérience aussi, que les thérapies brèves permettent vraiment de sortir, d'évacuer des situations très traumatisantes. On l'expliquera aussi encore plus tard, mais je trouve que le principal frein aujourd'hui à une reconstruction personnelle, c'est la mémoire traumatique. Et la mémoire traumatique, c'est quelque chose qui peut véritablement casser quelqu'un, voire le détruire, si ça n'est pas pris en charge. J'ai remarqué, avec les discussions que j'ai eues avec de nombreux interlocuteurs et de nombreux acteurs de toute la chaîne, bien que la mémoire traumatique, elle est sous-estimée. Aujourd'hui, on va penser vous allez voir, je sais pas, un officier de police, alors je parle pas de mon histoire, forcément à chaque fois. Il faut aussi que je mette au point, je fasse aussi cette mise en point, on en avait parlé, Marie-Christine. On donne encore une fois des exemples. On peut pas sortir ici tout le panel et toute la liste exhaustive des différentes violences possibles et inimaginables. Il y en a tellement, si vous saviez. Oui. Et c'est comme s'il y en avait des nouvelles à chaque fois qui se recréaient et qui se créaient. C'est assez incroyable. Donc on peut pas toutes les énumérer. Voilà, et comme le disait Marie-Christine, on n'étale pas notre vie privée sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup d'associations, on fait de la sensibilisation, de l'information, voire de la formation même pour certains. Et donc pour en revenir à cet exemple, donc aujourd'hui une victime qui va voir les forces de l'ordre pour leur dire voilà, je suis harcelée, je reçois tant d'emails par mois, tant d'appels par jour, et tant d'emails par mois, ça fait à peu près tant d'emails par jour, etc., de façon consistante, sans pause et sur tous les emails possibles et inimaginables. Voilà, je me sens harcelée. Voilà, il est arrivé à des victimes de revenir bredouille, c'est-à-dire que l'officier de police ne souhaite pas aller plus loin, soit qu'ils ne comprennent pas la difficulté. On va vous dire, à la limite, vous vous en fichez. Oui, mais pour la victime, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que la personne elle est harcelée. À un moment donné, il faut savoir justement ce cercle. Et ça, c'est une réalité. Donc la mémoire traumatique, c'est l'accumulation de faits traumatisants qui ont un impact émotionnel grave. Oh. Donc ça, je pense que c'est pourquoi les thérapies brèves sont très intéressantes, parce que la psychologie, les thérapies brèves de NLP, de reprogrammation, de TRE, toutes ces choses-là vont vous permettre de retrouver un confort de vie, de pouvoir évacuer ce stress, ces mémoires, et véritablement de pouvoir vous refaire confiance en la vie, même si c'est pas facile, et pouvoir avancer dans la bonne direction. Et en dernier lieu, je vais te le laisser, Marie-Christine, on a parlé de la réinsertion professionnelle. Effectivement, parce que c'est vrai que quand on est souvent dans des situations justement très compliquées, on a besoin en fait de repartir à zéro. Donc ça passe aussi effectivement par souvent, on change son cercle d'amis, on change son travail, on change des fois peut-être même de région, on peut déménager. Et en fait, ça nous amène un tremplin et un panel de possibilités qui nous aident aussi à nous reconstruire. Donc c'est vrai que c'est important. On peut donner des conseils au niveau effectivement de la réinsertion professionnelle. Donc, comme on disait tout à l'heure, on ne va pas faire des démarches à la place de la personne qui en a besoin. On va déjà lui donner les bonnes adresses pour écrire les courriers, voir se déplacer si c'est possible. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a une multitude de choses à faire. Mais sachez pour toutes les personnes qui vont nous écouter, que voilà, je veux dire, c'est pas des sujets qui sont tabous. Il faut à un moment donné, il faut savoir reprendre les rênes de sa vie. Il faut briser ce cercle, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est important, de se sentir soutenu, parce que c'est vrai que par moments on a l'impression de se balader au-dessus du vide sur un fil comme un funambule, mais c'est pas tout à fait faux. Mais en même temps, pour avoir justement, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, nous on cherche à redonner des espoirs, à épauler les personnes
qui sont des situations compliquées, qui vivent des moments difficiles. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette idée d'association Unity of Women and Children est née en fait. C'était pour justement apporter un soutien à toutes les personnes qui en ont besoin. Et merci beaucoup Marie-Christine. Et d'ailleurs en parlant de la dignité des femmes et des enfants, c'est une dignité qu'on retire à des personnes. Oui. Voilà, les victimes avant d'être victimes, ce sont des personnes comme vous, comme moi. Le week-end, quand on se balade, on est une amie, on est une maman, on est une collègue, on est une partenaire, mais on n'a pas envie d'être étiqueté victime. Et ça, c'est très très important de le dire. Donc redonner sa dignité à des femmes et des enfants, on leur a enlevé, on leur a ôté toute dignité, et aujourd'hui, c'est très très grave d'enlever la dignité. Quand on enlève la dignité à un être humain, qu'est-ce qui reste ? Et pourquoi, sur quels critères on se base pour ôter comme ça la dignité à une femme et à un enfant. C'est vrai qu'il faut rester respectueux en tout, et c'est vrai que quand on enlève le souffle de vie à une personne justement devant cette dignité, c'est d'autant plus difficile de se reconstruire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, et surtout les enfants, je veux dire, qui n'ont rien demandé, c'est souvent des victimes indirectes. C'est des choses qui paraissent toutes simples, peut-être pas, mais c'est vrai que c'est important qu'ils puissent mettre des mots, M-O-T sur des mots M-A-U-X. Et on est là aussi pour le point écoute, que ce soit pour les parents comme pour les enfants, parce que c'est vrai qu'on est aussi des parents proprement dit. Donc on ne dit pas qu'on a toutes les solutions, mais on peut apporter des éléments essentiels qui vont amener à la solution. Et ça, c'est pas négligeable. Puis on n'a pas toujours le choix, on subit aussi souvent, trop souvent des situations, et tout ça découle de ça, et voilà, on subit, vraiment en règle générale, on subit des situations. Oui, c'est juste. On subit, et indirectement les enfants subissent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans le silence, il faut à un moment donné se relever et puis pousser la porte, notre porte peut-être pour certains, mais c'est important de ne pas rester tout seul. Je crois que c'est le message le plus important, il est là, c'est de ne pas rester tout seul quand on est dans des situations comme ça. Oui, tout à fait. Alors, sans rentrer dans les détails de nos vies privées, puisque ce n'est pas notre objectif, comme tu l'as si bien dit, Marie-Christine, mais néanmoins, la parole de la victime est fondamentale. C'est cette parole de la victime qu'il faut préserver, et en même temps, cette parole de la victime, elle est fondamentale. C'est cette parole de la victime qu'on va aller véhiculer dans un tribunal, qu'on va aller véhiculer auprès d'un procureur, auprès des forces de l'ordre, auprès d'un gendarme, auprès d'une école, en fonction de vos procédures, en fonction de là où vous vivez. La parole de la victime, il faut la préserver. En ce qui nous concerne, on en a discuté déjà, la parole de la victime n'a pas de porte-parole, déjà pour commencer. Hormis son avocat qui est son représentant légal, son représentant moral et sa personne de confiance. Entre guillemets, je reviendrai là-dessus par rapport aux avocats. En même temps, c'est vrai que ça m'amène donc effectivement sur une autre petite chose qu'on n'a pas forcément pensé, mais que je me vais permettre de souligner jusqu'à maintenant. C'est vrai que la victime, en fait, souvent, elle peut être prise, elle a l'impression que c'est le bourreau, parce que c'est vrai que c'est ce que la société peut renvoyer, mais il ne faut pas rester justement dans cet espace de solitude quand ça arrive. On est là pour ça aussi. C'est qu'à un moment donné, selon les situations, qu'on peut être amené à répéter un nombre incalculable de fois pour essayer de faire comprendre qu'on est la victime et pas le bourreau. C'est vrai que ça peut être très pénalisant et ça peut être très... par rapport justement à toutes ces mémoires traumatiques, en fait, ça peut aussi encore les réactiver. Donc, c'est important aussi de dire, effectivement, c'est tout un cheminement, en fait, par lequel il va falloir passer, mais qui va être nécessaire pour guérir de toute cette situation qui s'est déroulée ces derniers mois, ces dernières années pour certaines personnes. Voilà. C'était le petit accroche que je souhaitais faire. Ouais. Alors, on avait quelques questions-réponses qu'on s'était préparées parce qu'on a eu pas mal de questions.
On s'est posé ces questions, on a eu des questions aussi de la part d'autres bénévoles de l'association. D'ailleurs, j'en profite pour vous lancer aussi un appel. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, si vous avez du temps, si vous êtes engagé aussi pour cette cause, eh bien vous êtes les bienvenus. Il vous suffit de nous contacter sur dignitywomenandchildren@gmail.com. Exactement. On sera un grand plaisir de vous répondre. Voilà, donc je voulais un petit peu témoigner de ma situation, mais encore une fois, on donne vraiment ce qu'on a envie de donner. Et ça, c'est très important que les victimes aussi, qui nous suivent depuis le début de l'aventure, le comprennent bien. La parole de la victime est à préserver. On parle vraiment ici de choses lourdes, on parle de blessures. Donc mettez-vous à la place d'une victime. On ne va pas aller inviter une victime pour boire un café pour qu'elle déballe sa vie privée. C'est très très indécent. Je suis d'accord. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, c'était simplement pour dire que voilà, en même temps, le respect de l'intimité de chaque personne qui poussera à la porte de l'association sera vraiment respecté. C'est important de le dire. Il y a une extrême confidentialité par rapport à tous les témoignages qu'on reçoit, hormis bien évidemment les victimes qui ont décidé de témoigner sur la chaîne, qui veulent faire avancer les choses. Bon, il y en a aussi qui ont témoigné dans l'anonymat. Encore une fois, c'est un choix tout à fait personnel, et ce qui est très très privé reste très très privé. Voilà, c'est juste. À côté de ça, en ce qui me concerne, par rapport à ma prise en charge, à la prise en charge que j'ai eue, je dois vous dire que on a reçu énormément d'aide et de compassion. Je dirais honnêtement, Marie-Christine, à 90%, on a reçu énormément d'aide et de compassion par rapport à notre situation. Donc c'est pas négligeable. Voilà, oui, parce qu'il faut le dire. Parce que quand les personnes prennent le temps de faire le nécessaire, de faire bien les choses, on a été extrêmement bien pris en charge en France, en tout point de vue. Et je trouve que le système de soutien médico-psychologique, administratif, les assistantes sociales, les associations, les éducateurs, etc., sont une véritable source de soutien. Et surtout, on prend la parole des victimes. Oui. On prend la parole des victimes, parce que j'ai déjà vécu dans d'autres pays à l'étranger où c'est pas le cas. Et je vous partage cela pour que vous évaluez aussi votre privilège. Si vous êtes une femme avec des enfants français et françaises, eh bien vous avez une chance inouïe, puisque la France est un des pays les mieux lotis en termes de protection des femmes et des enfants. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. À partir du moment où on sort de la sphère française, voire européenne, c'est là qu'on commence. Là, on commence à tâtonner, voire à marcher sur des petites pierres de feu. C'est sûr. Est-ce que maintenant, tu as l'impression que tu as pu suffisamment avancer aussi dans ta situation? Ou est-ce qu'il te paraît toujours aussi aberrant pour l'instant? J'ai remis un dossier qui était à l'envers, à l'endroit. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Vraiment de but en blanc. Je suis rentrée pour remettre de l'ordre dans mon dossier, mettre un grand coup dans la fourmilière. Il n'y a pas une situation qui est pire qu'une autre. Voilà. D'ailleurs, je l'ai aussi entendu. Je sais qu'il y a des piles et des piles de dossiers. Voilà, je fais partie de ces dossiers-là. Néanmoins, il y a quand même des priorités à mettre en place quand il s'agit de violences aussi sur les mineurs. Enfin, il faut quand même savoir prioriser. Et ça, j'avais discuté avec un officier de police en disant, attendez, là, il faut quand même... voilà, on ne parle pas d'un braquage d'une boulangerie. Voilà, on est dans l'humain, violence sur mineurs. Donc là, voilà, on va peut-être prendre des choses plus à bras-le-corps. On s'est senti compris, etc. Et voilà. À ce niveau-là, ça a été. Mon principal problème, et notre principal problème, ça a été le volet des avocats. Ok.
qu'est-ce que tu peux nous en dire, hein? Eh bien, nous avons été, on nous a ôté tout simplement l'accès au droit. On nous a ôté tout simplement le droit fondamental de nous défendre et de nous protéger. Et qu'est-ce qui t'a fait t'en rendre compte? Comment ça s'est déroulé? Eh bien, écoute, sans rentrer dans les détails, hein, pour vous parler des grandes thématiques sur mon dossier, et ça arrivait à beaucoup de victimes aussi, tout simplement. La manipulation, c'est l'inversion. L'inversion, c'est le mensonge. Voilà. De victime, je suis passée à bourreau. Bon, c'est bien évidemment que c'est un gros raccourci. Néanmoins, n'ont pas été défendus correctement et surtout pas protégés. Donc j'en suis arrivée à un point où, et même l'avocat de la partie adverse, qui a repéré un dossier pour s'en mettre plein les poches, hein, il faut dire ce qui est, je pense qu'il a très vite compris qu'il pourrait utiliser ce dossier pour s'enrichir. Donc depuis le temps, vous savez, depuis le temps, il a dû s'en mettre plein les poches, ça c'est certain. On sent que malheureusement, c'est certaines strates qui malheureusement devraient être beaucoup moins opaques et plus à l'écoute, effectivement, en France, en fait, que vous avez été très bien épaulés. Oui. Et donc, en fait, tout l'ensemble des services que tu as eu l'occasion de rencontrer avait été très à l'écoute donc dans la situation mère-enfant. Tout à fait. Notre principal problème aujourd'hui, c'est les avocats. Mon dossier est très, 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 très simple. La violence est interdite, nous sommes citoyens français, et ça s'arrête là. Voilà. On est quand même arrivé à un point où les avocats sont complices de violence. Ils n'ont pas fait leur travail et nous ont exposés à toujours plus de violence. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait leur travail? On a eu du lobbying, on a eu du copinage, on a eu une affaire de corruption. L'affaire est toujours en cours avec le barreau de Paris. On se protège les uns les autres au mépris de la déontologie, sans m'en parler, sans mon consentement. On fait des petits accords avec la partie adverse. On essaie de s'en tirer comme ça. Il n'y a pas de médiation possible dans le cadre des violences. Ça, je pense qu'il faut quand même que les victimes le sachent. Tout à fait. Quand la situation maintenant reflète la réalité du terrain, justement, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Alors, à ce niveau-là, j'ai été mise en contact avec tous les interlocuteurs possibles et inimaginables. De mon point de vue, tout le monde fait son travail, et même plutôt bien. C'est vrai qu'en France, il y a une lenteur dans les dossiers. On manque aussi de personnel, hein, tout simplement aussi. C'est certain. Donc c'est vrai que ça peut être très contradictoire de dire voilà, il y a une situation d'urgence, mais ma situation d'urgence s'éternise aussi. L'urgence, là, elle n'est pas traitée comme elle devrait. L'urgence n'est pas traitée comme elle devrait. Et aujourd'hui, j'arrive plus ou moins, si tu veux, on a discuté, à me raccrocher un peu, on va dire, aux branches, si tu veux, en mettant en place mes propres moyens de préservation de notre sécurité. Les associations ont préservé aussi notre sécurité, notre intégrité physique et morale. C'était pas à elles de le faire. C'était à la justice de le faire. C'était à la justice de faire son travail. Et c'est vrai que c'est donc d'où l'importance en fait, qui
sont interdépendantes les unes des autres, qu'elles soient présentes pour toutes les victimes en fait qui ont besoin voilà de se sentir épaulées, parce que je crois des situations d'urgence il doit y en avoir certainement tous les jours, et c'est vrai que c'est important de se dire que c'est pas une fatalité, et que toutes les associations justement qui sont là, elles existent justement pour aussi essayer de remettre un peu de baume au cœur, de faire le tampon et de donner surtout des solutions pour pas rester dans une situation qui peut être dramatique quelquefois. Et puis il faut aussi rappeler aussi, Marie-Christine, que les femmes et les enfants français ont le droit de partir, de quitter le domicile dans le cadre des violences pour se mettre à l'abri, pour se protéger. Absolument. Voilà. Voilà, il y a des hébergements d'urgence à disposition des victimes, il y a des associations qui sont très bien, qui vont vous épauler, il y a beaucoup d'aides aussi, aide juridictionnelle. Bon, moi je n'ai pas pu malheureusement y avoir accès, dans le cadre très clair de la grosse opacité de cette affaire avec les avocats qui ont travaillé sur mon dossier jusqu'à maintenant, en dehors de l'avocat qui s'occupe de mon dossier au jour d'aujourd'hui. Qui sait très bien ce qu'elle fait et qui fait très bien son travail. Voilà, c'est très important de rappeler que les femmes ont le droit de partir dans le cadre des violences et que ce n'est pas être un ou une fugitive. Non, voilà. C'est simplement préserver son intégrité et celle de son enfant. Et c'est un devoir même. Le devoir de protection est un devoir. Absolument. Est-ce que tu as des regrets? Alors, mon regret, il est tout simple. Je ne vis pas avec les regrets. Je ne vis pas avec les regrets. Néanmoins, je profite de cette question pour rebondir pour les victimes. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir témoigné à la police à la première violence, qui a d'ailleurs eu lieu en France. Je ne savais même pas que cela rentrait dans le cadre des indicateurs de violence, des indicateurs de soumission, de volonté de pouvoir et de contrôle. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Je regrette ensuite d'avoir écouté des avocats qui m'ont induit en erreur, qui ont bien évidemment privilégié leurs intérêts à eux au détriment des victimes. En même temps, quand on reçoit des pressions psychologiques du style si vous portez plainte, vous reverrez plus votre enfant. Bon, apparemment les avocats sur mon dossier sont devenus juges, je sais pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Okay. Il n'y a pas d'accord à avoir avec un persécuteur, une personne qui vous violente. Faites-le pour vos enfants, surtout de façon à les préserver, au moins jusqu'à leur majorité. Ils seront ensuite capables de prendre des décisions pour eux, en étant devenus des citoyens, des citoyennes, des hommes et des femmes équilibrés et responsables. Voilà. Et toutes les femmes françaises et les enfants français méritent d'être protégés. J'ai quand même entendu, il y a des enfants qui sont protégés et d'autres qui ne le sont pas. Et pourtant tout le monde a apparemment, moi je n'y avais pas droit, en tout cas mon enfant n'y avait pas droit. Alors pourquoi c'est intéressant? Sur quels critères? C'est pas. C'est pas. Là, on est à la discrimination et ça c'est pas bon. Puis en plus, c'est très très grave. Oui. Un avocat est censé représenter la loi. Un avocat est censé travailler dans l'intégrité, la déontologie. C'est ce qu'on appelle la déontologie. Aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'il n'y avait plus de déontologie dans mon dossier, que c'était devenu vraiment n'importe quoi. Ne parlons même pas de l'avocat de la partie adverse, qui m'a quand même dit dans ses plaidoyers, ça s'est infiltré dans les plaidoyers, c'est comme ça chez vous. C'est comme ça chez vous. C'est du parti pris, c'est des jugements hâtifs. Appliquer la violence, c'est comme ça chez vous. Appliquer la violence, avalez là, faites avec, c'est comme ça chez vous. Bon, alors force pour moi de répondre au tribunal que chez nous, c'est la France. C'est d'une logique impeccable. Les avocats, par moments, on sent effectivement le parti pris que tu dénonçais tout à l'heure, effectivement. Il y a déjà une finalité dans son plaidoyer pour dire ça. De toute façon, ce dossier il est corrompu à la base. Ouais.
comment des avocats français n'ont pas défendu une femme et un enfant. Si c'est comme ça chez nous, eh bien il y a beaucoup de femmes et d'enfants français et françaises à lapider sur la place publique. Hein. Ça, je peux te le dire. Oui. Alors, effectivement, là, j'espère que les choses elles vont être enfin mises en lumière parce que, je veux dire, il faut que la justice s'applique de la même façon pour tous. Il n'y a pas une façon d'appliquer les lois qui est favorable à certains et défavorable à d'autres. Puis il faudra aussi m'expliquer pourquoi on parle de religion dans un tribunal en France. Ça, j'ai pas non plus compris. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir m'expliquer pourquoi une femme et un enfant français subissent des lois d'un autre temps, d'un autre pays. Nous, on est traités différemment. Voilà, on est traités différemment depuis 2018. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et c'est vrai que la justice doit s'appliquer la même pour tout le monde. Voilà. Autrement, ce serait trop facile. Est-ce qu'aujourd'hui, tu parviens à te reconstruire avec ce que tu as traversé ces derniers mois, ces dernières années ? Alors, le principal problème que je t'avais évoqué, c'est la mémoire traumatique. Donc ça, de toute façon, ça se gère. Donc aujourd'hui, je me présente à vous en tant que femme forte, en tant que femme debout, en tant que maman debout. Nous avons vécu des choses lourdes. Oui, nous avons des blessures. Vous en avez aussi. Et je ne souhaite pas particulièrement être labellisée. Une victime, avant toute chose, c'est une personne. Je suis sur un chemin de guérison. À côté de ça, je suis profondément humaine. Je ne me suis jamais autant rapprochée de qui je suis, de ma mission de vie. Et puis, il ne faut pas oublier que les femmes qui sont victimes de violences avec des enfants se posent beaucoup plus de questions quant au bien-être de leurs enfants que les autres. Et c'est normal. Oui. Je pense que cela prend du temps. Voilà, on ne va pas non plus se vendre du rêve. Ça prend du temps. Mais à partir du moment où on arrive à reprendre le chemin du travail, à refaire sa vie avec quelqu'un, à envisager un avenir, on est sur la bonne voie. Et ça va se dessiner au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'est tout un cheminement. Voilà, c'est tout un cheminement en fait entre le moment où on décide de dire non, je ne serai plus une victime, j'ai besoin de rétablir les choses, j'ai besoin que mon enfant soit en sécurité ou mes enfants soient en sécurité, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de me sortir de là. Et bien je veux dire c'est le début de la liberté, mais qui passe par un long chemin. Et on est là pour accompagner aussi toutes les personnes qui désirent briser le tabou qu'elles rencontrent depuis des mois ou des années. J'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce que tu cautionnes, dis-moi? Oui, non, mais de toute façon, ce qu'il faut aussi bien faire comprendre à tout le monde, c'est que ce genre de situation de violence ne correspond pas à une catégorie de personnes, à une catégorie religieuse, à une catégorie socioculturelle, etc., etc. On le voit même dans les témoignages, et c'est pour ça qu'on fait la sensibilisation. Ce genre de situation se produit n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Personne n'est à l'abri. Non. Non, c'est juste. Il faut prendre sa vie en main, et justement, c'est important aussi de pouvoir s'ouvrir quand on a ce genre de problème, parce que des petites choses qu'on laisse aller, ça peut devenir quelque chose d'insurmontable quelques semaines, quelques mois après. Et c'est vrai que ça nous fait tous grandir, ça nous fait tous avancer. Et je pense que c'est important de dire que c'est pas une fatalité et qu'il y a des solutions. Donc c'est le message qu'on a envie de faire passer aussi aujourd'hui. Donc c'est
C'est un groupe de parole qui est là pour se soutenir, que vous pouvez rejoindre à tout moment pour venir à donc Dignity of Women and Children. Et c'est vrai que voilà, on est là pour vous accueillir au fur et à mesure des moments difficiles de votre vie. Ok. Donc maintenant, quelques conseils pour les femmes victimes, parce que je pense que c'est important qu'elles puissent prendre en main leur vie. Ouais. Alors, est-ce que tu veux commencer, Marie-Christine, par quelques conseils? Alors, quelques conseils pour les femmes victimes, c'est vrai que je vais peut-être me répéter par rapport à ça, mais il faut bien se dire que voilà, c'est pas une fatalité, qu'on peut reprendre sa vie en main. Qu'à un moment donné, quand on décide de plus subir une situation qu'on a besoin d'y voir clair, on est aussi là pour en point écoute. Donc, c'est important voilà, de mettre en avant. C'est que si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop si vous, ce que vous subissez depuis des années, vous trouvez ça normal ou pas, ça peut être, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'on est bien d'accord qu'on reste aussi en même temps sur le fait des violences, toute violence, qu'elle soit physique, psychologique, de l'ordre du harcèlement, ça reste toujours des violences, donc il ne faut surtout pas les minimiser. Voilà, c'est quelque chose qui se met dans le point famille, donc sur Dignity of Women and Children. Ouais. Surtout, moi, je voudrais réaffirmer que c'est un combat, que ça, c'est un combat, et qu'une victime, c'est pas ça. Une victime, c'est une personne. Il faut bien faire la distinction. Voilà, c'est un combat que l'on mène. Tout à fait. Pour ce qui est des conseils, moi, j'en ai énormément. Je vais parler pour les femmes françaises, et même pour celles basées à l'étranger. Il est très difficile de parler pour les autres femmes qui relèvent d'autres juridictions. Et je l'ai déjà dit dans mon livre Lumière de Brune, je suis sûre que vous l'avez déjà lu, c'est effectivement de se plaindre dès la première violence. Surtout si vous avez des enfants, là c'est pire. Et j'ai envie de vous dire même, sauvez-vous. Et c'est pas la fuite... Genre, j'ai pas affronté la situation, j'ai pas géré. Non. Vous partez, vous vous mettez à l'abri, vous et vos enfants. J'appelle ça très bien dans mon livre la fuite en avant. Et surtout, demandez de l'aide. Oui. Mais mettez-vous à l'abri. Ouais. Il y a des femmes, bien évidemment, et beaucoup qui ont peur de partir. Ne vous faites pas peur, non plus. Ne vous faites pas non plus des plans d'avenir qui vous effraient. Vous n'avez pas toutes les solutions. Oui, ça, d'accord. Vous les trouverez au fur et à mesure. Mais mettez-vous à l'abri d'abord. Oui. C'est vrai que là, c'est déjà le premier cri d'alarme. En fait, c'est qu'à un moment donné, quand la situation n'est plus dégénère, plus vivable, ça dégénère. Ouais. Qu'elle dégénère, effectivement, il faut pas laisser s'installer ces choses-là parce qu'après, on se perd complètement, on ne sait plus qui on est, on n'arrive plus à mettre un pas devant l'autre façon de parler dans la tête, parce que c'est vrai qu'on se construit aussi, surtout psychiquement, et c'est vrai que l'estime de soi fait aussi partie des choses qui sont très importantes pour se construire au quotidien. Donc, quand on estime que l'estime de soi est bafouée sous toutes ses formes, c'est une autre forme de violence. Oui, tout à fait, Marie-Christine. Se trouver un avocat qui défende vos intérêts, ça paraît évident. Ce n'est pas mon expérience, jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai même eu une période où je n'avais plus d'avocat. Donc j'ai fait avocate aussi. C'est très très compliqué, c'est très très dur. Quand vous vous retrouvez toute seule en face des tribunaux avec un avocat commis d'office, qu'on n'a absolument rien à faire de votre dossier, je peux vous dire que c'est pas très agréable. Non, c'est certain. C'est certain. Donc c'est vrai que c'est une prise en charge globale à tous les niveaux quand on est dans une situation justement d'être une victime de violence, sous toute forme qu'elle soit. C'est important justement après d'avoir les bons conseils, les bonnes adresses
pour pouvoir relever la tête et pouvoir se reconstruire au quotidien. Témoignez aussi partout de votre situation. Vous êtes la victime. Témoignez aux associations, aux forces de l'ordre, aux antennes de radicalisation, s'il le faut, aux éducateurs spécialisés, à des médecins, à des psychologues, j'en passe, à votre famille, vos amis, vos collègues si nécessaire et si besoin. Et on préserve son intimité, sa vie très privée au maximum. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, ma vie privée, très privée, je ne l'étale pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Mes proches la connaissent, oui, très certainement. Les autorités, oui, très certainement. Des instances supérieures, parce que j'ai été forcée de le faire pour l'intérêt de mon enfant, oui, très certainement. Et ça s'arrête là. Qu'est-ce que, pour la suite, qu'on pourrait appeler le post-opératoire, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire au niveau de la communication? La partie post-opératoire, c'est... J'avais envie d'appeler comme ça. C'est, on va dire, une victime qui reprend un peu le chemin d'un possible ou des possibles, d'une vie normale ou d'une forme d'autre vie. C'est ça, en fait, le post-opératoire. Je pense qu'il faut faire très attention à votre communication. De toute façon, en général, la communication, c'est très très important. Mais je profite de ce podcast aussi pour ouvrir au dialogue. En tant que directrice de l'association, c'est normal de poster des vidéos de sensibilisation. On vous a donné des aperçus de situations de violence. Sachez que chaque situation est unique et particulière. Oui. Et donc il ne faut pas non plus s'imaginer. La problématique, c'est que quand on poste ce genre de choses, ça réveille, éveille, accentue également vos vieilles peurs à vous qui nous regardez. Et ça, nous, on n'a pas la main dessus. Vous seul, vous connaissez vous-même. Comme disait Platon, connais-toi toi-même. C'est juste. Et c'est vrai que c'est important de mettre le doigt justement sur ces peurs. En fait, qu'est-ce qui nous paralyse en fait? Qu'est-ce qui nous paralyse pour agir, pour avancer, pour pouvoir se reconstruire? Ça aussi, ça fait partie d'un dialogue en fait qu'on a déjà avec soi-même avant de l'avoir avec les autres. Mais des fois, on a aussi besoin justement des autres pour pouvoir mettre le doigt sur ce qui nous dérange et qui ne nous permet pas d'avancer à une période qui fait partie des anciennes peurs. Alors chacun est libre de parler de sa situation s'il le souhaite. Oui. Moi je considère que quand je suis dans un entretien amical, quand je suis dans un entretien professionnel ou autre, je parle en tant que personne. Voilà. Aujourd'hui sur la chaîne, j'agis en tant que directrice d'une association de victimes, donc c'est tout à fait légitime. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, je suis désolée, c'est hors cadre. À moins qu'on soit super proche, là ok je ne dis pas, mais sinon voilà, la vie très privée, moi je ne la partage pas. Et je pense que les choses difficiles, les blessures, les traumas, ça se respecte. C'est-à-dire que par la même occasion, moi je ne vais pas m'infiltrer ou m'immiscer dans la vie des autres, dans la vie privée des autres, moi je la respecte. Et donc quelque part j'en appelle aussi à ce que les gens se rendent compte qu'il faut redonner leur dignité aux femmes et aux enfants. Oui, absolument. Il est plus facile de l'apprendre que de la redonner au jour d'aujourd'hui. Ah, je suis quand même tombée sur un voyeur aussi voyou qui s'est quand même permis d'aller rechercher des informations encore très privées sur mon compte. Bon, j'ai bloqué, j'ai stoppé. Donc, vous n'êtes pas concernés, les éducasiens, puisque j'ai réglé la chose directement avec cette personne. Mais voilà, ça existe. Mais je tiens à le redire encore, 90% des personnes qui m'ont fait écho sont des personnes qui nous ont aidés dans la compassion et la bienveillance. Et ça, c'est très important de le dire. Oui, tout à fait. On peut dire d'ailleurs que justement, à Dignity of Women and Children, nous sommes dans la compassion et dans la bienveillance. Sans s'offrir des fleurs, bien que de temps en temps ça fait du bien, c'était pour la petite pointe d'humour. Mais non, c'est vrai que c'est aussi une des valeurs de l'association, c'est justement d'être dans la bienveillance par rapport à tous ceux qui souffrent et qui ont besoin d'un point d'écoute à un moment donné parce qu'ils sont arrivés au point de rupture. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais.
D'un point de vue du travail, on a parlé un petit peu de la sphère professionnelle. Voilà, comment est-ce qu'on aborde une personne qui a été victime, peut-être qui a témoigné ou des choses comme ça. Il n'y a rien à changer à votre comportement. Une victime, elle souhaite que cela n'ait jamais commencé. Oui, c'est juste. C'est juste. Après, c'est vrai que peut-être aussi pour le bien-être de la personne sans faire peur aux personnes qui nous écoutent, mais c'est vrai que quand il y a eu ce genre de choses sur le lieu de travail, des fois, c'est ce qui peut nous aider aussi à mettre, une fois que, on va dire que les différentes démarches administratives, ont été faites, c'est aussi, voilà, de chercher un autre travail qui va nous permettre aussi de nous reconstruire et de plus avoir cette espèce de chape de plomb au-dessus de la tête qui va pouvoir aussi nous permettre de nous émanciper, de passer à autre chose. Mais ça, voilà, ça c'est dans la continuité justement des choses avec les différentes démarches administratives qui seront amenées à être faites en fait pour pouvoir en arriver là. Et puis il ne faut pas oublier que les choses ont aussi beaucoup évolué en France. Moi je parlais avec une de mes conseillères de banque. Je ne pensais pas que cette banque faisait ça. Je suis tombée des nues. Elle a été victime de strangulation. Et en fait, oui, la strangulation, c'est quelque chose de visible. Oui. Et donc, dans son malheur, elle a eu de la chance, Marie-Christine, puisque elle a été mutée. Elle a été prise en charge, donc c'est un gros groupe, elle a été prise en charge par une assistante sociale du groupe, et ils l'ont mutée parce qu'elle était en danger de mort immédiate. D'accord. Donc c'est vrai que ça, de toute façon, il faut dès que la première, on va dire, dès que la première, premier harcèlement, ce qu'on peut appeler du harcèlement en fait, arrive, il ne faut pas les laisser s'installer parce qu'en fait, une petite chose qu'on permet va entraîner toujours à aller plus loin. Donc, dès qu'on se sent en danger, qu'on se sent pas bien, il ne faut pas attendre pour agir. Il faut agir dans la même si c'est pas toujours évident d'avoir la bonne réaction pour nous, mais c'est vrai que voilà, il faut prendre les taureaux par les cornes de suite. Oui, et puis surtout, dans cet exemple nous démontre bien que la victime, elle n'a pas eu besoin de démissionner pour se mettre à l'abri. Voilà, elle a déménagé certes, mais elle n'a pas perdu son travail. Et ça, c'est hyper important. Donc ce grand groupe lui a donné un second souffle, un nouveau départ, et ça, c'est vraiment pas négligeable. Moi, c'était pas mon cas à l'époque, et ça remonte à 2017. Ça, c'est important de le dire et de sensibiliser les groupes à ce genre d'initiative. C'est vrai que après c'est pas une fatalité de démissionner quand ça arrive, mais c'est vrai qu'il faut réagir assez rapidement justement pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est vrai que plus on réagit vite et moins on est obligé peut-être aussi d'aller loin dans les démarches administratives aussi peut-être. Je pense aussi que les victimes, malheureusement, les femmes, doivent très souvent partir. Ce sont elles qui partent et c'est très compliqué parce que la partie professionnelle, elle est hyper importante. La partie professionnelle, c'est l'indépendance, mais c'est aussi l'indépendance financière. Et c'est aussi l'indépendance financière qui va permettre justement de rebondir et de payer des frais d'avocat, de payer des études pour les enfants, etc. Surtout pour les femmes qui sont victimes de violences économiques également. Donc je pense que les dommages collatéraux sont très graves. Donc il faut demander des dommages et des intérêts pour vous et pour vos enfants, mais j'ai envie de dire, malheureusement, l'argent ne changera absolument rien au préjudice que vous avez subi et n'enlèvera pas les traumas, ni à vos enfants, ni à vous. Non, on va dire que ça aidera un petit peu par rapport aux différents déplacements et à toutes les démarches qui auront été mises en cours, qui auront coûté des frais, mais c'est vrai que toute la partie psychologique n'est pas à négliger, surtout pas. Les dommages et intérêts, en ce qui me concerne, ça permettra de réhabiliter mon enfant, tout cet argent qui a été volé. Des avocats s'en sont mis plein les poches, ils ont repéré une famille d'expats, ils se sont dit voilà, c'est bon, on va s'en mettre plein les poches.
Et pour ça, ça reste des requins en soi. Hein. Désolée pour l'expression, mais c'est malheureusement plus difficile de les appeler autrement. Ah, mais tu sais ce que je dis toujours, il faut aller faire des crêpes sur la plage, comme ça on est sûr de faire de mal à personne. Effectivement, j'y penserais. Mais effectivement, ces gens-là doivent changer de métier, parce que ces gens-là sont dangereux. Ces gens-là doivent penser à s'orienter vers plus le droit des affaires, le droit de l'immobilier. Ils seront sûrs et certains de faire beaucoup d'argent et de ne pas s'en prendre à des familles démunies. Non, ça c'est vrai que c'est pour ça qu'effectivement il y a aussi donc les frais qui sont payés directement par l'État, mais malheureusement ils ont quand même effectivement un cursus qui est des fois pas toujours très net pour tout le monde et pas toujours égal par rapport à toute situation non plus. Oui. Donc au niveau du logement, c'est pareil. Hein. Donc une femme qui part, voilà, elle laisse tout derrière elle. Hein. Je vous conseille de tout laisser derrière vous. Ça ne sert à rien. Sauvez votre peau. Agissez à n'importe quel niveau par de la sensibilisation, par de l'écoute. Ouvrez vos portes aux victimes. Ouvrez et vous verrez bien. Voilà. On est déjà trop en bas, beaucoup trop. Voilà. Et puis un jour on est en bas, et puis le lendemain on est en haut, et la roue elle tourne. Après, c'est vrai qu'en dehors effectivement des associations, le premier point d'écoute, en fait, ça peut aussi être d'aller justement faire un dépôt de plainte au poste de police le plus proche, parce qu'en général, eux sont déjà les premiers intervenants en fait quand ce genre de violence arrive. Et ils ont toujours un moment pour prendre un dépôt de plainte, ça c'est certain. Oui, tout à fait. En termes de communication avec les victimes, moi je pense que le plus simple, c'est tout simplement de dire je suis inquiet ou je suis inquiète, comment allez-vous à présent? Ça c'est parfait et ça suffit. Ça évite à la victime d'aller rentrer dans des explications, de se sentir mal ou infériorisée ou exclue. Voilà. Je pense qu'il faut préserver la victime et la parole de la victime surtout. C'est vrai. C'est important. C'est important. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas toujours évident non plus de franchir ce cap. Donc, au cas où vous préférez d'abord la parole et puis avoir des conseils, on est disponible. Je suis forte, je suis debout pour mon enfant et pour moi-même. Et comme je vous le disais, c'est une blessure, mais je ne suis pas ça. Et je suis bien plus que ça. Ça, c'est un combat et je suis là et je le mène. Donc n'en faites pas une fragilité, ne rendez pas des victimes fragiles. Les victimes que l'on rencontre, Marie-Christine, sont des femmes très fortes. Ce sont des femmes très fortes. Et on est bien mieux armés aujourd'hui pour affronter la réalité du monde dans lequel on vit. Tout à fait. Parce que le combat qui a été mené pour en arriver là où on se trouve aujourd'hui nous a permis justement de nous reconstruire et de nous renforcer. Donc c'est pour ça que on vous donne des clés, mais justement pour votre reconstruction personnelle, il est très important que chaque personne fasse justement ce cheminement pour pouvoir avancer. Oui. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne en tant que victime, nous souhaitons des perspectives pour reprendre une autre forme de vie. Je pense que chacun peut comprendre aussi que chaque situation est différente. Ça sert à rien de mettre les victimes dans des dans des stigmas, dans des étiquettes. Mais aujourd'hui avec vous, je souhaite me réapproprier qui je suis et reprendre mon pouvoir personnel dans nos échanges, dans nos interactions. Voilà. Je suis une personne. Je suis une personne. J'ai la nécessité d'être entendue, ça c'est normal, et perçue comme je suis, avec des émotions, comme tout le monde, qui a une vie privée, humaine, et qui aspire à bien plus que les étiquettes. Avec même un début de liberté. Pour ma part, je suis sortie beaucoup trop souvent du cadre maman-enfant pour m'assurer que la justice fasse son travail. Et ça a été très compliqué. Et j'ai eu beaucoup trop de casquettes ces derniers mois. Je conclus néanmoins aujourd'hui que notre niveau de sécurité est insuffisant et j'attends des preuves de la justice que nous puissions, que je puisse,
que nous puissions nous sentir être en sécurité. Parce que la seule sécurité que j'ai aujourd'hui, c'est celle que je me procure à mon enfant et à moi-même. Et ça, ce n'est pas normal. Je souhaite que la justice fasse son travail. Effectivement. Il faut que chaque chose soit bien rétablie et bien à sa place pour justement qu'on puisse avancer. Et que toi, ça t'amène aussi justement ce côté reconstruction et cette sécurité que tu attends. Tout à fait. Donc on attend, hein, Marie-Christine? Tu connais Absolument. mes échéances. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère qu'on vous aura donné à toutes et à tous l'envie de nous rejoindre. Hein. Tout à fait. Voilà, à chacun de voir, mais au cas où, hein, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails, on y répondra avec plaisir. Et pour ceux qui veulent nous faire un petit coucou, parce que je pense que ça passe par là aussi des fois. Et puis il y a toutes les personnes qui ont besoin d'un soutien plus fort, on est là aussi. Voilà, donc on soutient également les enfants, dans le cadre d'accompagnement pour les enfants également. Voilà, nous sommes pour l'instant bénévoles. Voilà, et ce que je vais faire, c'est vous mettre dans l'encart sous la vidéo l'adresse email de l'association.